Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le Data Talk. Je vais expliquer ce que c'est, les concepts fondamentaux, mais aussi parler des bonnes pratiques autour des espaces IA. Et on va voir ensemble tout ça sur la Free Edition parce qu'il n'y a aucun outil gratuit qui va permettre de tester des fonctionnalités aussi modernes et des IA autant intégrées et packagées dans ce qu'on va appeler un espace IA. Là, ça sera dans Databricks un espace Genie. Je laisse passer à la vidéo qui va expliquer tout ça. Elle est en deux parties, on va dire. Une première partie plus suite du fil rouge découverte qui va être un peu plus adressée aux débutants. Et si vous avez déjà connaissance de Databricks, vous pouvez très bien skipper jusqu'à la deuxième partie. Là, on va directement intégrer l'espace Genie, parler des bonnes pratiques et faire des use cases. C'est une très bonne vidéo. On se retrouve dans l'UI de Databricks et on va passer, bien sûr, à la suite de notre projet fil rouge, c'est-à-dire on a fait le bronze, on a fait le silver, on va avoir maintenant notre couche gold. Alors bien sûr, sur le bronze et silver, il y a beaucoup de choses à redire, à refaire, etc. Mais il faut savoir aussi se satisfaire de ce qu'on en a. On va bien sûr retravailler plus tard ces couches pour en faire de meilleurs résultats, intégrer plus de qualité, de tests, etc. De la CI/CD, pourquoi pas. Mais je pense que c'est intéressant de passer par une étape qui est plus, on va dire, dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on va orienter la création de notre couche gold et de cette vidéo autour du concept de Data Talk. Le Data Talk, c'est pas un terme qui est si répandu que ça encore, mais c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus omniprésent chez les clients et surtout chez les gros comptes. L'idée du Data Talk, c'est pas un concept révolutionnaire. C'est vraiment l'idée d'avoir la possibilité d'échanger en langage naturel avec une intelligence artificielle, une IA, qui va nous produire des graphiques, des résultats. Jusqu'à là, tout est classique. Mais à la différence d'un chatbot ou un RAG, on va dire classique, on va avoir la possibilité de faire tout ça dans un environnement contrôlé, monitoré et qu'on va améliorer au fur et à mesure. Et ça, c'est très important. L'idée avec ça, c'est que une personne du métier, un user, peu importe, il va pouvoir poser des questions et chacune des questions, il va pouvoir dire si la réponse est correcte, incorrecte ou si elle a besoin d'une vérification. Des personnes vont être là pour vérifier, monitorer que tout se passe bien et regarder si certaines réponses sont cohérentes, si c'est pas faux, etc., etc. Tout ça va permettre à l'espace, ici dans Databricks Genie, va permettre à l'espace Genie de s'améliorer avec le temps. Tout ça, ça va aussi demander que toute notre architecture, et en général la couche Gold sur laquelle repose le Genie, sur laquelle on va lui donner les tables du Gold pour qu'il puisse regarder les données, faire les graphiques, etc. Ça va demander pas mal de travail sur la qualité, mais aussi globalement la gouvernance et aussi tout ce qui est documentation, catalogage de nos données, c'est-à-dire les descriptions des tables, les descriptions des colonnes, les tags. C'est pas mal aussi de mettre en place des petites bonnes pratiques comme certifier les données, les tables. Donc ça, on va le voir ensemble. Et on va d'abord commencer par quelque chose qui n'est pas une bonne pratique, mais c'est histoire de montrer, on va dire de façon plus abrupte, l'espace Genie pour un peu vous faire une overview. Ensuite, on va améliorer le gold. Donc je pense que pour le gold, je vous ferai soit en avance rapide, soit je le skipperai entièrement pour vous montrer le résultat, parce que ça n'a pas forcément beaucoup de plus-value, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution entre le Genie ici sur des données silver et le Genie qu'on aura sur les données gold bien propres, bien cataloguées. Donc là, on va se créer un espace et directement, il va nous demander de choisir quelle table, quelle vue, quel objet on lui met à disposition. Donc là, forcément, il me propose mes fichiers récents, mais on pourrait avoir, bien sûr, accès à l'ensemble de tous les objets qu'on a, mais aussi Isometric View. Là, on va faire simple, on va aller dans les tables de... Pardon. Bon, de toute façon, elles sont là, mais juste pour vous montrer. Donc là, on va aller dans notre workspace, dans la réédition, on va aller dans nos tables Silver, et on va lui donner accès à nos tables. Donc on va lui donner accès à tout. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que maintenant, ça va limiter relativement le risque d'erreur de lui donner accès à un
on va dire un nombre limité d'objets. Mais si je me trompe pas, il y a 1 an et quelques, quand Jenny est sorti, on pouvait vraiment lui donner accès à tout et c'était pas hyper performant parce que forcément, Jenny pouvait se perdre et c'est tout à fait normal. Donc là, on va créer l'espace Jenny et directement, il va demander de allumer un warehouse. Donc ça a besoin d'une machine SQL pour pouvoir fonctionner. Là, on nous propose pas mal de questions et en sachant que par exemple, je peux en ajouter. Donc ça, c'est vraiment top aussi. Ça va permettre que si par exemple, je vais pouvoir reprendre l'exemple de Decathlon qui ont été ceux qui ont présenté ça à tout le monde lors de la plénière au Databricks World Tour qui s'est tenu à Paris en la première semaine de décembre. Ils ont commencé la transition des dashboards de CellBI classiques vers ces espaces de Data Talk, ces espaces où on va pouvoir converser avec nos données via un agent, mais surtout via cet espace. Et cet espace, qu'est-ce qu'il amène? Déjà, on peut voir que on va avoir la data ici sur le côté, mais on va aussi avoir des questions exemples. Et en fait, on va pouvoir ajouter des sample questions, des questions d'exemple. Et ça, déjà, c'est hyper intéressant parce que il est très facile pour une personne qui a de l'expérience sur un dashboard ou de l'expérience globalement de data d'arriver à extraire, on va dire, le plus d'informations possible d'un dashboard. Maintenant, c'est plus compliqué pour une personne du métier qui connaît extrêmement bien ses données, qui est une experte ou un expert de leurs données et de ce qu'on fait littéralement dans l'entreprise, mais ça va pas forcément être si facile d'extraire de la valeur de ces dashboards, et ça va demander en général qu'on explique ou qu'on montre globalement comment on vient lire ce dashboard. La différence avec le langage naturel, c'est que, en général, en plus, quand le langage naturel est dans notre langue natale, on va pas avoir beaucoup de mal à comprendre ou à vraiment extraire le maximum de valeur quand on peut lire en texte les données ou poser des questions. Donc là, ce que je vais faire, c'est... donc, petit disclaimer, je suis dysorthographique, j'arrive de faire pas mal de fautes. Ça ne va pas du tout entacher la qualité des questions, etc. Parce que toutes les IA s'en sortent très très bien, même si on fait des fautes. Mais je vous préviens que ça risque de faire un peu saigner des yeux pour certaines personnes qui peuvent être sensibles à ça. Mais j'y peux pas grand chose. Alors là, on va lui demander de peux-tu m'expliquer les datasets? Donc là, on va commencer par une question assez simple. Et pendant que... Donc là, il est en train de réfléchir. Il va nous montrer ensuite sa chain of thought, c'est-à-dire sa suite de réflexion. Il va nous montrer comment il nous a fait les idées. Donc là, il nous dit les datasets disponibles concernent les annonces de location lors de tel quartier, top. Listing regroupe les annonces, listing détail de des informations détaillées sur chaque annonce. Ok, review avec des avis. Ok, c'est pas si mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui poser une autre question et pendant qu'il réfléchit, je vais vous expliquer d'autres choses. Donne-moi plus d'infos sur listing details. En sachant que tout à l'heure, on a pu voir que j'ai pas du tout d'informations complémentaires, de description sur mes tables Silver. Vraiment, elles sont absolument nues de toutes les informations, de commandes, de catalogue ou même ce qu'il y a sur la table. Donc là, forcément, tout ce qu'il nous montre, c'est sans aucune aide. Après, on fera en sorte de l'aider un maximum pour augmenter la qualité. La Poste au Databricks sur le tour a fait un retour comme quoi la très grande majorité, enfin 60%, on va dire la majorité un peu absolue, des problèmes qu'ils avaient, une bonne gouvernance et un bon cataloguing des données a vraiment quasiment enlevé 60% de leurs problèmes sur leurs données. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est ce qu'on va faire par la suite. Ok. La date de création de l'annonce. Ok, c'est pas mal. Entre nous, c'est pas mal. C'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est pas exactement comme ça que ça marche. Mais voilà, là c'est un très bon exemple de... On arrive dans la limite de ce que
l'IA sans aucun contexte peut faire. Et je vous rassure, l'IA fait les mêmes erreurs qu'une personne pourrait faire. Si j'ai donné ces données-là à quelqu'un d'autre, c'est possible qu'elle n'aurait pas forcément trouvé sans aucune information spécifique ce que les données, enfin comment les données plutôt sont faites dans cette table. Mais là, il faut savoir que le scrap ID et le last scrap, c'est quand les données ont été en fait prises en photo. En gros, scrap, c'est on fait du web scrapping, etc. quand on va chercher un batch pour aller récupérer toutes les données d'un site. Mais bon, là, l'idée, c'est comme si on avait une photo. En fait, on a une photo des données à un instant T. Et sur d'autres scrap ID, on a d'autres données. Donc ça, par exemple, il ne nous l'a pas vraiment mis en avant. Mais ce qu'on va faire, c'est que... donc là, on voit une des features, c'est que j'aurais pu dire que c'était correct. D'ailleurs, je veux dire que celle-là est correcte. On va pouvoir lui dire qu'est-ce que c'est correct, lui demander de, entre guillemets, fixer, réparer la réponse, c'est-à-dire réfléchir en lui disant c'est plutôt pas bon, est-ce que tu pourrais retravailler dessus. Et là, on va lui demander de faire une review. Donc bon, je suis tout seul sur l'espace, c'est moi qui vais faire la propre review, mais j'ai un doute que c'est comme ça que fonctionne la table. Donc là, je vais le send for review et ça va me permettre de montrer. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça me... Ah, c'est intéressant. J'avais jamais vu. Mais là, on voit que ça me fait une petite notification dans Monitoring. Et dans Monitoring, je vais voir que cette question-là a eu un rating good. On voit que c'est moi qui l'ai fait. Et que là, sur cette question-là, j'ai une request. Et le commentaire, c'est j'ai un doute que c'est comme ça que fonctionne la table. Donc là, je vais voir listing detail. Et ça va ouvrir vraiment l'analysis. Là, je vais pouvoir voir exactement comme le modèle a réfléchi. Mais on va pouvoir aussi s'en passer si c'est plutôt clair comment on arrive au résultat. C'est vraiment si, quand dans la chain of thought, on a un résultat qui est vraiment un peu aberrant, regarder la chain of thought peut nous aider, nous, personnes, à comprendre comment l'intelligence artificielle à quel moment en fait elle a pris un biais. Et par exemple, il peut se passer avec une suite de réflexions, c'est exactement comme nous, quand on discute avec quelqu'un puis qu'il le raconte à quelqu'un d'autre, etc., etc., et le sujet peut totalement dévier parce qu'à un moment ou un autre, on a pris un chemin différent ou les choses ont été présentées différemment, etc. Et là, c'est ça que ça va nous permettre de regarder, c'est de voir si, est-ce que finalement les réflexions étaient bonnes, la suite des réflexions était bonne, et dans ce cas-là, ça va nous aider à comprendre que s'il y a un résultat aberrant, c'est possible qu'il vienne des données, etc. Ou alors peut-être que la chain of thought était totalement à côté de la plaque, et du coup le résultat a moins d'importance que le fait que essayer de faire en sorte que cette suite de réflexion n'arrive plus. Donc là, imaginons que j'ai mon utilisateur qui me dit bon j'ai un doute que c'est comme ça que fonctionne la table. Je l'ai écrit vraiment exactement comme on se dirait à l'oral. Et donc là, oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que il va me demander de review le SQL, mais en fait, ce qui porte un peu à confusion, c'est que là, j'aimerais plus qu'il review ça que le SQL. Parce que finalement, le SQL, lui, n'est pas absolument pas faux. Ce qui est plutôt faux, c'est la façon dont Jenny m'a expliqué la table. Et encore une fois, le fait que l'assistante Jenny se trompe n'est pas du tout quelque chose de négatif, dans le sens où on lui a donné aucune information. Il y a très peu de chances que des personnes ne se seraient pas trompées juste en regardant la table comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, imaginons ça, je dis oui, des travaux sont en cours pour cataloguer les données, ce qui enlèvera ce type. J'écris vraiment très très mal, je suis désolé. Enlèvera ce type d'incident à l'avenir. Merci pour le retour. Ariane. Hop. Donc là, vous voyez, ça marque Reviewed by Space Manager. C'est vraiment ce qu'on pourrait avoir comme, on va dire, nouveau métier ou comme évolution des métiers actuels de la data.
C'est-à-dire que on a toujours eu des personnes dans les équipes data qui étaient à la fois très fortes, on va dire, dans la data analyse, dans la construction des requêtes, etc., mais aussi qui avaient cette capacité à comprendre le métier, on va dire les personnes, mais aussi le métier, les données. Et ça, c'est très important parce que on a toujours des cas où c'est dur de lier complexité technique à complexité humaine à complexité métier. Et pour aligner, on va dire, ces trois petits domaines de complexité, et bien rien de mieux qu'une personne qui maîtrise les trois. Et c'est exactement le type de personne qui sera amenée à gérer ce genre d'espace-là par la suite, dans un avenir plutôt proche, hein, parce que plusieurs très grandes entreprises euh, ont actuellement, alors en plus j'imagine qu'il y a d'autres solutions que Databricks pour ça, mais ont actuellement Databricks et ce genre de solutions. Donc là, top. Après, on verra aussi ce qu'est le benchmark. Donc le benchmark, c'est incroyablement puissant. On va vraiment pouvoir benchmarker euh, des résultats de query et tester si notre espace permet toujours, malgré ses modifications et malgré ses évolutions, permet toujours de répondre, avoir des bonnes réponses à certaines questions. Le benchmark SQL va fonctionner de cette façon. Compte le nombre de biens à louer à Paris. D'ailleurs, bon, on peut pas générer le SQL automatiquement. Parce que, bon, là, c'est un SQL simple, mais bon, l'idée, j'imagine que si vous voulez avoir votre source de vérité, votre ground truth, sur votre espace, il vaut mieux faire les requêtes par des personnes, ça évitera qu'il y ait des dingueries. Mais là, si je l'ajoute au benchmark, je veux dire que si une personne pose une question de ce type-là, j'ai envie que mon espace génie aille me chercher exactement cette requête-là, ou une requête qui est relativement très proche. Et l'idée du benchmark, c'est que mon espace Genie, il va évoluer dans le temps. Et là, à cet instant T, c'est très facile de vous dire, ok, bah ça marche, ça marche pas. Mais vous dire ça marche, est-ce que ça sera toujours aussi vrai dans une semaine, un mois, un an, etc. Grâce au benchmark, on va voir que on va pouvoir mettre en place comme si c'était des petits tests unitaires qui vont nous permettre de vérifier que bah, notre espace va toujours nous répondre des réponses de bonne qualité et n'a pas dévié sur autre chose. Hop. Et là, quand je vais faire mon run all benchmark, il va me lancer une évaluation. Et mon évaluation, ici, on va pouvoir voir que y a plusieurs. On va pouvoir avoir des dizaines, des centaines de, on va dire, de petites requêtes qui vont nous permettre de tester que les choses sont, que les réponses sont toujours de qualité. D'ailleurs, je pense qu'il est très intéressant de avoir une petite liste de questions de base, mais je pense qu'il est très intéressant aussi de laisser les utilisateurs utiliser notre espace et de prendre les questions les plus courantes et de les mettre dans le benchmark. Ces questions-là seront toujours, on va dire, on va toujours solliciter, on va plutôt ce type de réponse et les questions vont varier un petit peu. Et en général, c'est très facile si j'ai 20 métiers qui posent la même question tous les jours à mon espace Genie. Et ben, c'est très facile de me dire, ok, cette question-là, je vais vérifier grâce à une requête, voilà, une requête un peu manuelle, je vais certifier que quand on pose cette question-là, si on répond, si l'IA répond cette réponse-là, et ben alors, on sait la vérité. Ou en tout cas, on certifie que la réflexion était bonne. Et comment je fais ça? Je vais tout simplement demander à mes métiers si c'est la bonne réponse. C'est aussi simple que ça. On est vraiment loin de je fais un dashboard dans mon coin et je prie pour que le métier soit OK avec. Bien sûr, ça se passe pas comme ça la majorité du temps, mais j'ai déjà vu des retours d'entreprise où ça se passait comme ça. Mais là, l'idée, c'est que faut vraiment travailler main dans la main parce que sinon, ça va être très compliqué. Là, bien sûr, il y a un biais énorme dans ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait générer le SQL par l'IA et quand il teste ma question, il le fait par l'IA. En général, c'est comme nous, hein, on est souvent d'accord avec nous-mêmes, l'IA aussi. Mais en tout cas, est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Non.
Non, non, je pense que ça aurait été exactement le même résultat. J'aurais sûrement pas appelé la variable comme ça, mais sinon c'était plutôt un bon résultat. Et ensuite, la possibilité de share, de mettre à disposition les espaces Genie, de certifier l'espace Genie comme un espace Genie, on va dire, de qualité. Et bon, il y a Send Feedback pour faire des retours à Databricks. Les instructions qui vont être hyper importantes, c'est-à-dire que c'est comme dans tout IA moderne, on va pouvoir mettre des inscriptions. Par exemple, ajouter des petites instructions du style attention, ne pas faire des réponses trop longues, répondre ça, éviter les smileys, etc. Mais aussi des guides, comme il dit ici, par exemple là il donne un exemple, la colonne rating est pour la parental guidance et pas la popularity. Ça c'est hyper intéressant parce que forcément l'IA ne peut pas avoir de contexte sur des mots qui portent à confusion. Et tout à l'heure, notre table, donc on va plutôt mettre les informations dans la table, mais pourquoi pas, si on voit que l'IA a un peu de mal avec ça, et pourquoi pas expliquer ici que nos script ID, ça correspond à des photos à un instant T de la data, et du coup, si un utilisateur demande des informations, par exemple comparées à différents moments un bien, il faudra utiliser des script ID différents. On va pouvoir aussi donner des informations métiers. Ensuite, on va pouvoir aider sur les jointures. Donc ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, on peut le faire aussi directement dans les tables. SQL Expression. Donc là, on pourra faire des... ils appellent ça des business concepts as SQL Expression. Mais c'est par exemple... bon, ça va... Je vais vous donner un exemple qui serait plus une métrique. Mais imagine, on a l'exemple le plus courant, le chiffre d'affaires. Comment calculer le chiffre d'affaires dans mon entreprise? En général, si j'ai une entreprise avec 5 filiales, j'ai 6 façons de calculer le chiffre d'affaires différents. Donc ça, on oublie. Il faut une source de vérité. Et on dit, le chiffre d'affaires, on le calcule comme ça. Et des SQL queries, là vraiment, on va déjà donner, entre guillemets, à manger à notre espace pour qu'il ait déjà quelques idées pour mieux répondre à nos besoins. Typiquement, ce qu'on pourrait lui montrer, c'est comment on joint un petit peu les tables, comment on fait 2-3 graphiques, etc. Pour qu'il y ait déjà une base. Et ensuite, on a des paramètres avec... ça, c'est vraiment les paramètres qui vont définir l'espace. Donc, que ce soit la machine qu'on utilise, la description, le titre, etc. Notre ID et bien sûr les sample questions qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, pour moi, il faut absolument que dans tous les espaces de prod bien monitorés, on ait des questions d'exemple parce que le but, c'est que un espace Genie puisse vivre sans une personne qui vienne vous l'expliquer, comme je vous le disais au début, à la différence d'un dashboard, où honnêtement les dashboards d'entreprise, ils sont pas souvent si faciles à comprendre, même pour les personnes de l'entreprise. Donc là, un espace Genie, c'est totalement une autre approche. Le but d'un espace Genie, c'est que vous le donnez à quelqu'un du métier, il peut entre guillemets s'amuser avec. Donc le concept au début, bien sûr, c'est pas de jouer avec, mais c'est de pouvoir expérimenter, tester des choses, se faire la main dessus. Et quand il arrive sur un nouvel espace, c'est pas de mon domaine sales, il comprend tout de suite comment on l'utilise. Je recommanderais bien sûr d'avoir une toute petite formation de génie pour chaque personne qui va l'utiliser, rien que pour avoir des retours tout simplement, comme on aurait ici sur les retours de monitoring. C'est très important que les utilisateurs métiers disent si une réponse est bonne, si elle a besoin d'informations ou si tout simplement elle est mauvaise. Ça c'est très important. Plus vous aurez de retours, plus la personne qui gérera l'espace pourra à son tour faire de la qualité on va dire, pour améliorer l'espace. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop dense. Donc bien sûr, il y a moyen de voir l'historie, il y a moyen d'auditer tout ça. Enfin, tout ça, je pourrais vous le montrer. Voilà, là on voit tous les chats passés, en sachant qu'il peut y avoir un message de mémoire par espace Genie en même temps, je crois. Donc voilà, c'est quand même assez large. On peut bien sûr certifier les espaces Genie comme on certifie les données. Et là, on va passer à la couche Gold et ensuite on reviendra sur Genie pour vraiment mettre en place les bonnes pratiques d'un espace Genie qui fonctionnera bien et qui sera utile et précis pour vos use cases métiers.
relativement petite ellipse, petite dans le sens où il n'y a que 10-15 minutes de travail de plus que tout à l'heure, mais on est bien plus tard dans la journée comme vous pouvez le voir sur certaines tables. Tout ce que j'ai fait, c'est créer la couche Gold avec l'ensemble de mes tables que j'avais avant. Une des bonnes pratiques, c'est de mettre des vues à disposition spécialement pour Genia. Là, je ne l'ai pas encore fait parce qu'on va déjà analyser comme on ferait sur un espace Genie classique. Qu'est-ce qu'on a déjà à disposition? Est-ce que ça répond à notre besoin? Et qu'est-ce qu'on va devoir faire par la suite pour améliorer cet espace? Maintenant, j'ai mis en place une des bonnes pratiques absolues d'un espace Genie, c'est documenter les tables qu'on lui donne. Les tables et tous les objets d'ailleurs. L'idée derrière ça, c'est que le modèle doit être capable de comprendre nos données. Et pour ça, il a besoin de métadata, des commentaires, du typage, des descriptions de tables, etc., etc. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a de différent dans la couche Gold. Ça a pris une dizaine de minutes et je me suis basé sur les données qu'on va récupérer ici dans Data Dictionary et je les ai laissées en anglais. Et comme ça, on va pouvoir aussi challenger ça pour voir si les descriptions fournies par Airbnb directement sont correctes ou non. Et si d'ailleurs, c'est pas correct le terme exact, c'est plutôt si elles sont plus avantageuses ou si elles poseraient des problèmes et si elles méritent d'être challengées pour aider notre modèle d'IA. Maintenant, on va passer à la création de l'espace Genie. Donc on va créer un nouvel espace et on va lui donner toute notre petite table Gold. Je vais vérifier qu'elles y sont toutes. Tac, 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 tac. On lui donne notre table Gold et on va bien sûr appeler notre... On va lui donner un nom. On va appeler notre espace. On va appeler Analysis. Hop. Donc là, j'ai mon espace tout neuf, j'ai mes tables. Et une des premières choses que je vais faire, c'est vérifier dans Settings. Donc j'ai déjà préparé une petite description ici. Et on va mettre une simple question. Alors déjà, combien de villes? Donc déjà, ce qu'on va tester, combien de villes dans le dataset. Donc déjà, une chose intéressante qu'on va voir, c'est la puissance des instructions. Les instructions, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça apparaît assez simple comme ça, c'est pour donner du contexte, mais on va voir que c'est vraiment un atout business incroyable. Imaginons, je vais pas quitter l'entreprise, mais imaginons je suis dans une entreprise qui, on va dire, n'utilise que le français. Donc déjà, c'est à moi personnellement de modifier tout ça pour mettre des questions par défaut qui sont déjà en français. Mais ce qu'on va voir ici, c'est que si je fais explain the dataset, la même question que tout à l'heure, que j'avais posée sur le silver, on va voir que normalement il va me répondre en anglais. Et de là, répond seulement en français. Peu importe le prompt. On voit qu'il nous a répondu en anglais. Là, on a le petit icône pour revenir là où on pose les questions. Donc là, j'ai bien sauvegardé. Et si je fais explain the dataset à nouveau, on va voir qu'il va me répondre en français. Donc là, comme ça, on peut se dire que c'est assez simple. C'est même très très simple. Mais en fait, ce qui se cache derrière, c'est quand même cette puissance qui va nous permettre de vraiment paramétrer et vraiment personnaliser notre espace Genia. Et quand je dis personnaliser, c'est que des données, par exemple, des données, on va dire, du monde de l'assurance, et bien, suivant l'assureur, elles vont être traitées totalement différemment. Et un modèle d'IA, lui, il est entraîné de façon généraliste. Il ne va pas pouvoir savoir exactement comment l'assurance marche dans votre entreprise. Et c'est là où les instructions vont être vraiment très importantes, c'est qu'on va pouvoir avoir un contexte, vraiment faire en sorte que l'assistant Genie soit intégré à notre écosystème et à nos façons de nommer les choses, que d'une entreprise à l'autre, un même nom peut totalement représenter deux objets différents, deux façons de faire différentes. Et même quand on parle de la même chose dans une entreprise
on va dire, par exemple, le chiffre d'affaires, comme j'ai repris l'exemple tout à l'heure, et bien c'est ici qu'on va vraiment venir dire, bah, telle chose, vous allez l'utiliser de telle façon. Donc là, c'est top. On a notre analyse. Et il nous a même... il arrive même mieux, si je ne me trompe pas, il arrive même mieux à comprendre ce qu'il y a dans les tables. Et en fait, si on va un peu plus loin, ici dans Data, une fois qu'on a bien documenté nos données, il y a quand même cette chose que je trouve extrêmement pratique, c'est que on a la description de la table. D'ailleurs, tout est modifiable. Donc une personne qui utilise l'espace pourrait mettre à jour les données, enfin les colonnes, etc. Et surtout, moi ce que je vois comme réel intérêt, c'est pas de mettre à jour la colonne juste par exemple pour la traduire, mais c'est par exemple, ok, je vois que quand je vais poser une certaine question, il n'arrive pas trop à saisir ce que c'est Everball. Il arrive à peu près à saisir avec ce commentaire-là. Et ben, je vais mettre un commentaire bien plus précis pour l'aider et aussi, par la même occasion, aider les autres utilisateurs de mon espace Genie. Ok, donc là, j'ai ma première réponse. C'est plutôt correct. Et une fois que je vais lui dire que c'est correct... Ah, petit bug du UI, non? Ouais. Il y a un petit bug du UI. Si je rafraîchis et que j'appuie sur Yes... Ah bah là, il a plus envie du tout. C'est l'effet démo. C'est pas très grave, je vais quand même pouvoir vous le montrer comme ça. Donc là, je vais poser une question, je vais valider la question et il va normalement me proposer d'utiliser cette question comme référence d'une bonne question à tester par la suite. Et c'est ce qu'on a dans les benchmarks, c'est-à-dire qu'on vient retester des questions dont on a la totale maîtrise et on connaît le ground proof, donc on connaît la vérité. Et grâce à ces questions-là, on va savoir que notre espace Genie est toujours, entre guillemets, dans le droit chemin et qu'il y a peu de dérives ou pas de dérives. Là, je vais répondre que oui, et là, il va me dire que il me remercie pour mon feedback. Je me demande, est-ce que si j'avais mis Databricks en français, parce que là, je suis en anglais, ouais. Est-ce que si j'avais mis Databricks en français, il m'aurait répondu en français? C'est fortement possible que, par exemple, quand vous avez une Databricks Apps et qu'une personne se connecte à la Databricks Apps avec Databricks en français, les messages, par exemple, est-ce que la personne, est-ce que vous autorisez Databricks, enfin la Databricks Apps, à faire du SQL à votre place en user authentication, et ben c'est tout écrit en français. Donc je pense que oui. Et donc là, je vais pouvoir peut-être le save as benchmark. Je vais save as benchmark et quand je vais être dans mon benchmark, je devrais en avoir qu'une, techniquement. Voilà. Et combien de vides dans le dataset, et c'est ça la bonne réponse. Ok, on va essayer de en avoir plusieurs. Ça serait assez intéressant. Je vois pas comment on arriverait à provoquer que le benchmark ne fonctionne pas, mais on peut voir ça. Donc ok, good. On va continuer un petit peu et ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu plus challengeant. Là, on a notre site Inside Airbnb et dans notre site Inside Airbnb, il y a déjà pas mal d'informations. Là, on est filtré bien sûr sur Lyon. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va essayons de refaire ce graphique. Donc, on va commencer par le graphique. Je voudrais un graphique. Par chart. Je vais peut-être pas lui... Non. C'est quoi? On va laisser décider le type de graphique. Un graphique qui montre le nombre d'annonces par hôte sur les données de Lyon. Et sur l'axe des X. Je sais pas si... Vous savez quoi? On va laisser... on va laisser un peu faire ce qu'il veut. Est-ce qu'on challenge les instructions? Je vais pas forcément lui donner les jointures, les essuies, expressions, etc. On verra peut-être ça dans une autre vidéo. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il essaye. Donc, ce qu'on va provoquer là, c'est qu'on va demander... Très bien. Donc, ça, c'est parfait. Parfait. Donc,
là, ce qu'on va provoquer, c'est le fixit ou le request review. Pourquoi on va provoquer ça? Parce que normalement, il y a des moyens qu'une fois qu'on provoque ça, on puisse, euh, entre guillemets, faire apprendre l'espace. Mais on regarde ça tout de suite. En fait, il m'a pas du tout fait un nombre d'annonces. Le nombre d'annonces par hôte. Alors, donc on va faire fixit. Et là, explain what is wrong with the response. J'espère que c'est en français, hein. Quand on a Databricks en français, ça serait très dommage. Euh, alors, euh, je voudrais en abscisse. Je voudrais en X. Euh, le nombre d'annonces de 1, 2 à 10 plus. Est-ce qu'avec rien que ça, il arrive à faire le... Il arrive à faire le graphique? Top. Donc là, on voit bien dans la chaîne of thought que... hop. Donc là, il me l'a caché, mais... Dans la chaîne of thought que il a bien vu que je voulais des intervalles en abscisse. Donc ça, c'est vraiment top. Et il arrive à me refaire le graphique. Alors, il n'est pas exactement pareil. 482. 819. Ok, faudrait que je regarde aussi le... Ah, mais oui. Mais j'ai fait quelque chose sur les données, donc ça m'étonne pas que les chiffres soient un peu différents. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé un peu les données, et ce serait marrant qu'il ne l'ait pas fait. Parce qu'en fait, il y a énormément d'annonces qui ont des ID textuels. C'est bon, vous le savez si vous avez... Ok, maintenant, on va aller pousser un peu plus l'analyse. Donc déjà, euh, le graphique, donc on voit qu'il y a quand même des petites bulles, il y a quand même des choses. On va pouvoir le télécharger en PNG et même l'éditer. Mais aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que là, si je veux, je peux par exemple rajouter Paris et enlever Lyon. Et si je fais le apply, il va me relancer ma requête. Et on va pouvoir avoir exactement le même graphe pour Paris. C'est vrai que la question est bien plus posée comme... Enfin, bien mieux posée comme ça. Ok. Ok. Donc, on va continuer dans les instructions et j'aurais bien aimé montrer les actual expressions. J'avais fait quelques petits tests avant, mais c'était moins concluant. Comment on va faire? En fait, il y a un moyen de provoquer... Ah, il a changé les... Il a changé les questions. Elles sont toujours génériques, mais elles sont plus orientées sur mes tables. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de provoquer le fait que le Jenny Space essaye d'apprendre. Je veux le bien avec le plus de reviews, son URL et des informations. Non, on va essayer de faire les licences plutôt. On va se regarder les licences. Ce que j'adorerais provoquer, c'est... Attends. Montre-moi les types de licences à Lyon. Alors, je sais déjà qu'il va faire quelque chose de très spécial. Il va aller chercher la colonne licence, je pense. Du coup, il va trouver une infinité de catégories. Parfait. Ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de reproduire ce graphique sans avoir besoin de montrer, de changer les données. Donc, je veux les licences. Avec licence, sans licence, exempté en attente. Je veux les catégories. Avec licence, sans licence.
licence exemptée et en attente. Et donc là, normalement, j'ai déjà fait un peu de transparence, donc je sais que ça va relativement bien marcher, mais je suis pas arrivé à faire marcher la métrique. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire ensemble, mais c'est surtout qu'on va pouvoir provoquer la fameuse feature du Genie Space apprend. Ok, top. Donc is it correct? Yes. Et donc là, il essaie de faire le learnings. Et là, j'aimerais bien que dans le learnings, il me propose la SQL expression par rapport à ce que je lui ai demandé à la base. C'est vite à ce benchmark. Oh mais attends, c'est hyper intéressant par contre. Parce que là, si je vais dans le benchmark, il m'a sauvegardé quoi comme... Ça, c'est incroyable. Ah, mais d'accord. Il me les a mis comme ça. Ok. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il m'a juste modifié la question. En fait, j'aurais bien aimé que quand un utilisateur pose l'autre question, ça lui renvoie quand même ça. Et je pense honnêtement que c'est possible. Ça paraît un peu lunaire, mais Genia has extracted information from this response, review and accept. Alors là, déjà, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il a été bien gentil, est-ce qu'il m'a mis tout le code ou pas. Parce que tout à l'heure, une petite dinguerie. Alors, new query. Ok, parfait. Maintenant, dimension. Classifying listings according to French Regulation Statute Convention. Scope table. Risk is initial, may miscategorize outside this table or with different business rule. Logic, use text matching and new check. Ok, parfait. Sauf que là, j'aimerais bien license categories. License statut categories. License statut categories. Bon, on va essayer. Hein. Donc là, je lui ai fait apprendre. Normalement. Donc on va la retrouver ici dans SQL Expression. On a une type dimension, license statut category, listing, blablabla. Donc là, ce qu'on va essayer de provoquer, c'est la même question. Montre-moi les types de licences à Lyon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu la question. Montre-moi les catégories de licences. À Paris. En fait, là, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce qu'il va utiliser les SQL Expression ou pas. De toute façon, on va le savoir vite parce que... Oh, waouh. Ok. Je l'avais vu en démo. Et honnêtement, dans les... bon, grand plaisir à les démos dans les salons d'IA et de data, mais les démos, elles sont toujours hyper truquées et tout. Donc là, là ça montre bien que ça fonctionne très bien. Il avait clairement pas la possibilité de comprendre ma question avant, en même temps je lui avais pas donné. Et maintenant que je lui ai rajouté cette Common SQL Expression, qu'il a d'ailleurs relativement essayé d'apprendre tout seul, mais encore une fois, hein, l'IA ne fait rien sans une personne qui a les compétences à côté. Hein. On va pas être remplacé pour si ne vous inquiétez pas. Mais c'est hyper intéressant. Ok. Et ben ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'aimerais bien... j'aimerais bien juste... I want... Non. Je veux un pie chart. Et est-ce que ça, je peux lui faire apprendre aussi? Parce que, il y a quoi? Dimension, mesure, dimension, filter. Yes. Hein? C'est marrant, des fois, il y a ce petit bug là. Je sais pas trop ce que... Ok. Ok, vu que c'est pas du SQL, il veut pas.
Et du coup, là, si je veux, je le download as PNG, je peux l'éditer, je peux changer les couleurs, etc. Ok, trop bien. Ok, parfait. J'adore. J'adore. Ok, c'est top. Et normalement, il y a bien un moyen de l'envoyer au Jenny. Je peux pas en faire un... Non, je veux pas la PNG, mais... Ok, je pensais qu'il y avait un moyen de l'envoyer à mon dashboard. Parce que là, on arrive sur la dernière petite partie. Donc là, on voit déjà qu'on a énormément amélioré le GeniSpace entre il y a quelques minutes et maintenant, rien qu'avec cette petite SQL Expression, notre petite description ici, parce qu'à mon avis, ah oui, ça j'aimerais trop tester. Euh, c'est quoi la source de données? Là, clairement, il n'y a pas l'information dans les données, ni de la description des tables, il va falloir qu'il aille le chercher ici. Donc j'aimerais bien voir s'il y arrive. Euh, Ah! Euh, L'info dans la description du GeniSpace. Je sais pas s'il peut aller chercher dedans. Ça serait un peu dommage dans un sens. Ça demanderait de mettre les informations. Il a pas l'air d'y arriver, hein. Ok, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé qu'on puisse aller chercher dans les métadatas aussi, hein. Ça peut être super intéressant d'avoir vraiment des informations à l'échelle du GeniSpace, mais euh, l'info est dans la description de l'espace Genie. Tu n'as pas l'air d'avoir accès. C'est très marrant de parler si c'est une personne, mais bon. Euh, ouais. Ah bah ça c'est bien. Ok. Et donc là dans monitoring, je vois là où j'ai dit non, j'ai dit oui, etc. Je peux tout review, ça va me montrer directement le bon endroit. Trop bien. Pas d'informations sur quelle ligne m'a permis de configurer des règles, mais c'est hyper intéressant. Et la dernière chose qu'on va voir avant de mettre fin à cette vidéo, en sachant que j'en ferai une bien plus avec du montage, avec de l'écriture un petit peu, etc. euh, bientôt. Mais je pense que ce format-là de vidéo est le meilleur format pour des personnes qui ont pas forcément des années d'expérience en data, mais qui veulent découvrir ces sujets-là. Je pense que c'est bien plus intéressant et c'est bien moins brut de décoffrage et un peu plus de personnalité. Alors, je veux... Alors, je sais pas comment je vais lui demander ça, mais... Bon, je veux ça, en fait, hein. Ah, mais... Ah euh... Je sais pas comment je vais lui demander ça, mais j'ai ma petite idée, en fait. On peut juste lui passer comme une brute une photo ou pas? Je sais pas s'il peut faire des maps. Ça m'étonnerait, parce qu'en fait, on a vu qu'il peut faire des petits graphiques, mais j'aimerais bien juste tester. Je veux... Ah. Et là, il me cherche à me choper les trucs. Ok. Euh, une carte avec bien sûr Lyon. Je pense pas qu'il peut, mais regardez ça. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout. De toute façon, la carte, je comptais la faire moi. J'avais envie de rajouter des petits trucs et tout. Ok. Bel appartement de Room Lyon Center. Oh, oh, waouh. Euh... Je sais pas. C'est déjà pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal, hein. Oh, j'adore. Euh... Alors, tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait rajouter les villes comme ça. Je vais faire ça, j'imagine. Là, je peux apply. Donc là, techniquement, j'ai les villes de la planète entière. Enfin, les... Ah,
va pas relancer ma carte. Relance la carte sur toutes les données du dataset. Ah, d'ailleurs, bon, ça marche, on va pouvoir voir s'il y a des, s'il y a des points genre qui sont dits à Lyon et que le point, je sais pas, il est en Allemagne. S'il y a des erreurs de données comme ça serait assez intéressant. J'en avais parlé dans la vidéo sur la data quality. Typiquement quelque chose qui est facile à vérifier, hein. Si on prend latitude, longitude et qu'on trace un cercle autour de Lyon, un cercle assez large, hein, clairement si le point est en dehors de ce cercle, c'est qu'il y a un problème de qualité de données. Non, il va pas me chercher les données, hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Je veux les points de l'ombre sur ma carte. Une autre chose qu'on voit ici, qui est, je trouve assez clair, c'est que clairement, ça peut être extrêmement chronophage de s'occuper d'un espace génie, et c'est pour ça aussi que ça demande une personne qui s'y connaît plutôt bien et sur les données métiers. Ok, ça a marché. Du coup, il m'enlève les points de Lyon. C'est pas très grave. C'est hyper intéressant de voir à quel point c'est relativement chronophage, et on pourrait y passer énormément de temps, mais aussi j'ai l'intime conviction que le temps qu'on y passe amène aussi une vraie qualité. Cette qualité qu'on vient amener va être déterminante sur ce que les métiers vont pouvoir en retirer et sur la qualité du data talk qu'on aura au quotidien. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que le format un peu plus léger, un peu plus didactique, où j'explique les choses comme elles viennent, vous plaît. Je pense que j'alternerai aussi avec des vidéos un peu plus montées et un peu plus travaillées et écrites. Mais je pense que ce format aussi est le plus facile, on va dire, à prendre en main pour des personnes dont ce serait pas forcément le métier de la data ou qui voudraient juste se renseigner sur des concepts. C'est quand même un peu moins abrupt que juste dépiler mon expertise et perdre la moitié des personnes. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite juste transmettre ma passion, donc je pense que c'est important de faire les choses comme ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.